C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudoukha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudoukha, nous avons besoin de votre soutien. Bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme tous les mercredis. Merci de votre fidélité à notre émission. C'est le dernier CPP de l'année 2021 et nous recevons ce soir Ali Laskri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien premier secrétaire du FFS, également militant politique. Tout à fait. Quand même, j'ai fait plusieurs mandats en tant que premier secrétaire du FFS et coordinateur de l'instance présidentielle. Yassine Radi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Souhair Aberkan sera avec nous à la fin de l'émission pour faire le bilan sur les détenus d'opinion en Algérie et surtout sur les journalistes emprisonnés. Et nous aurons au téléphone avec nous tout à l'heure Nadia Salem de Paris, qui représente Free Algeria et qui présente chaque vendredi un vendredi pour l'Algérie, qui nous parlera du rôle très important que la diaspora joue et continue à jouer dans la vie politique de notre pays. On commence avec l'image de la semaine. Ali Laskari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Écoutez, franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, mais le dernier événement, c'était dimanche le 26, le procès de Fethi Garras. Pourquoi j'en parle? Parce que déjà que lui-même, bravo, il a été vraiment très présent et il a défendu ses idées politiques et aussi ses actions politiques devant le juge. Et aussi, ce qui était aussi important, c'était la solidarité, la présence effectivement des acteurs politiques, sociaux et de la presse à ce procès, aussi qui était un procès du régime algérien. Et les avocats, et bravo aux avocats, tous les avocats qui étaient présents, et vraiment, ils ont été très formidables. Ils ont vraiment démonté sur le plan de la loi, que ce soit de la Constitution et des lois qui ont été votées, les lois pénales, que tout ce qu'a dit en tant qu'acteur politique Fethi Garras, c'était que de la criminalisation par rapport à ses actions politiques et le dossier était complètement vide. Et les plaidoiries sont d'ailleurs allés dans cette direction, la criminalisation de l'activité politique. Le verdict du procès de Fethi Garras, c'est pour le dimanche 9 janvier prochain. Je rappelle que le procureur avait requis 3 ans de prison ferme. Yassine Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ou cette année 2021? C'est comme vous voulez. L'année, peut-être qu'on en parlera au début de l'année prochaine. D'accord. Cette semaine, la standing ovation à laquelle a eu droit notre collègue Samir Amouaki, journaliste spécialiste de l'immersion, qui a fait la harga dans un beauté 3 fois pour raconter comment ça se passe de l'intérieur, qui a fait d'incroyables reportages, qui a participé à la couverture de la reconquête de Mossoul au nord de l'Irak, qui a pris une balle de Daesh dans la tête, qui en est revenu et qui s'est remis au journalisme et qui refait la même chose et qu'on a eu un très très grand plaisir à honorer dans le prix Ali Bey Boudoukha. Les gens, le public a tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'exceptionnel et elle a eu droit à un magnifique hommage et ça m'a énormément touché. J'en profite pour dire que la dotation du prix est toujours ouverte et que nous avons toujours besoin du soutien du public pour récompenser ceux que nous avons reconnus comme étant les lauréats. Et vous trouverez tout à l'heure sur Twitter... Félicitations. Et vous trouverez tout à l'heure sur Twitter un tweet dans lequel je partage donc la page de KissKissBank dans laquelle vous pouvez contribuer pour le prix Ali Bey Boudoukha. Et bien sûr, ce prix est pour nous une occasion aussi de rendre hommage à nos confrères qui sont en prison aujourd'hui. Hassan Bourras, mais aussi le journaliste Mohamed Moulouj et aussi Merzouk Touati qui a été placé aujourd'hui sous mandat de dépôt par le tribunal de Radaya pour des anciennes publications. Notre solidarité aussi avec notre
notre confrère de l'Ouatan, Noureddin Nasrouch, du bureau de Constantine, qui a été interrogé le 28 décembre pendant près de 10 heures par la police de Constantine pour un éditorial sur l'expérience démocratique au Chili. Toute notre solidarité avec nos confrères. On commence donc le dernier numéro de l'année 2021 par une espèce de bilan un peu de l'année. Évidemment, on ne peut pas passer devant le bilan politique de l'année 2021 qui a vu déjà l'arrêt du Hirak, l'arrêt des manifestations, j'entends. Le 14 mai, nous en parlerons, vous avez été déjà parmi les personnes arrêtées ce 14 mai, conduit au commissariat puis relâché le soir. Quel est le bilan politique qu'on peut faire de l'année 2021 ? Est-ce qu'il est entièrement négatif ou est-ce que selon vous, il reste encore de l'espoir ? Écoutez, c'est vrai que le bilan, pour moi, il est catastrophique, il est cauchemardesque, parce que le régime algérien, cette fois-ci, il a arrêté les marches le 14 mai, même s'ils ont repris le 22 mai, c'est-à-dire le deuxième anniversaire. Et je souhaite que le troisième anniversaire de la révolution pacifique, populaire, à caractère unitaire national, va reprendre, parce que il ne faut pas se dire aujourd'hui, il faut espérer et garder l'espoir que le mouvement va revenir, c'est comme le mouvement de libération nationale. Parce que les Algériens, lorsqu'ils se sont constitués pour changer le régime, c'est le départ effectivement de l'ex-président Bouteflika, mais aussi de tout un gouvernement. Ils demandaient la dissolution des deux assemblées, mais aussi du gouvernement, mais aussi de toutes, c'est-à-dire toutes les revendications, c'est-à-dire populaires, aujourd'hui, elles ne sont pas acquises. Donc elles sont remises en cause par le nouveau régime en place. Il est dans le parachèvement sa feuille de route. Parce que lorsqu'il a arrêté les marches, c'est pour passer à la répression. L'intimidation, à l'harcèlement judiciaire, il s'est constitué, et pendant toute l'année, par des lois qu'il a votées, que ce soit l'article 87 du Code pénal et d'autres, où aujourd'hui, l'action politique est criminalisée, et aussi sont arrivés même à accuser de terrorisme même des acteurs politiques. Et ça, c'est très grave. C'est une dérive incroyable, alors qu'on est encore dans le multipartisme, c'est-à-dire même si beaucoup d'acquis par rapport à 88, on les a perdus, même la fenêtre qui a été ouverte en 89, on l'a perdue par rapport à la Constitution de 89, mais c'est le multipartisme totalement qui est remis en cause. Au lieu, aujourd'hui, de revenir aux années de plan des années 70, boumdienistes, et de dire qu'il n'y a plus de partis politiques, malheureusement, les partis existent, le mouvement associatif organisé existe, les syndicats autonomes existent, mais sur le plan de l'action politique, de l'action de la société civile, c'est remis en cause, totalement. Sauf ceux qui sont dans la compromission, qui ont droit aujourd'hui à une autorisation. Compromission, tous qui sont dans l'opposition, oui, autonome, et qui continuent à lutter, n'ont pas le droit aujourd'hui à une autorisation pour activer librement dans leur pays. Merci Aïlasri. Qu'est-ce que vous a... L'année 2021 ? Oui. Pour réagir un peu à ce qu'a dit Je peux la raconter à travers une anecdote. Oui. On est en fin septembre 2019. Avec quelques amis, à l'époque, on militait dans le cadre de la société civile. On a été voir M. Hamrouch pour savoir quelles étaient ses intentions vis-à-vis des présidentielles. Parce qu'il y avait une pression de certains courants pour qu'ils se présentent, pour éviter que le pouvoir soit seul. Comme le Hirak n'était pas prêt à dégager un candidat, il y avait déjà des arrestations à ce moment-là. Quelques-uns de ceux qui auraient pu être candidats étaient déjà en prison. Je pense notamment à Karim Tabou. On a été le voir. Et à la fin de la discussion, Mouloud Hamrouch, il a le chic de ce type de pronostic. Il nous a dit, faites attention, peut-être que vous allez regretter Abdelaziz Bouteflika. En 2021, je me suis souvenu de ce pronostic un peu funeste. Quand on est en 2019, on se dit, bon, Bouteflika s'est passé. Et en 2021, force est de constater que beaucoup d'Algériens se sont mis à dire, finalement, c'était mieux du temps de Bouteflika. Donc, j'espère ne pas avoir à dire aujourd'hui, à faire ce pronostic, que des Algériens, dans 4-5 ans, vont se dire que 2021, M. El-Askri a parlé d'une année cauchemardesque. J'espère qu'on n'aura pas à la regretter cette année, parce que ce qui se profile devant nous n'est pas tellement plus
rassurant et tellement plus réjouissant. Alors, quand on parle de 2021, quand on veut faire le bilan, il faut être juste faire le bilan du pouvoir, mais aussi faire le bilan de l'opposition. Vous avez un peu parlé... On n'a pas encore fait le bilan du pouvoir. Oui. On attend encore. Hein. Oui, on attend encore. Mais est-ce que vous considérez que la responsabilité est partagée lorsqu'on voit que le PAD n'agit plus, qu'il n'y a plus de réunion sérieuse de l'opposition? Est-ce que vous pensez que c'est une victoire aussi pour le pouvoir que l'opposition soit aujourd'hui inactive? Non, ce n'est pas une victoire pour le pouvoir. Une victoire, elle se fait par, c'est-à-dire de l'ouverture politique, par des débats politiques, mais pas en terrorisant et en créant la peur dans la population et la société, en arrêtant beaucoup d'Algériens, d'hommes politiques, acteurs sociaux, journalistes, c'est-à-dire tous les militants actifs dans le pays, où il y a les véritables patriotes, je dirais les véritables patriotes, parce que la démocratie, le patriotisme, c'est déjà la démocratie, c'est la transparence pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Et lorsqu'on arrête tous ces gens-là, quand même, ce n'est pas une victoire, on s'affaiblit totalement. Pour moi, le régime algérien, il est en train de s'affaiblir. Ce n'est pas par la violence qu'on va être fort. Non, c'est par le débat politique, c'est par la transparence, c'est par le contre-pouvoir, pour qu'il y ait de véritables débats dans la société et aussi au sein des institutions élues. On n'est pas dans ce sens-là. Il y a un parachèvement d'une feuille de route ou par des passages en force électoraux, où il y a l'illégitimité totale des institutions. Ce n'est pas avec ça qu'on est fort, non. Non, c'est un moment, c'est une parenthèse. Mais les Algériens vont continuer à s'organiser, vont continuer à lutter. Ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont sorti le colonialisme. Il y a eu quand même 1,5 million de martyrs. Il y a eu des martyrs pour la démocratie. Donc c'est toute une lutte qui a été menée, même post-indépendance, qui a donné le 22 février. Et les Algériens sont sortis avec les revendications qui étaient menées par l'opposition depuis 1963. Donc ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont en prison, il y a 300 ou plus peut-être 700 qui sont sous poursuite judiciaire, et beaucoup d'arrestations. Ça a un peu terrorisé aussi, parce qu'il y a eu la force. Le 14 mai, je me rappelle, moi personnellement, je suis un militant politique. Je voulais aller au siège du FFS le 3 avril. Il y avait les marches encore. J'étais à la marche la veille et le lendemain, il y avait un conseil national du FFS. Je voulais aller dans mon parti. Je suis un militant politique depuis 1989. J'ai activé avec Hossein Rahmo et avec tous les cadres du parti, tous les militants du FFS et l'opposition en Algérie. Et donc j'ai été pour aller au conseil national du FFS le 3 avril 2021, juste avant qu'ils arrêtent les marches le 14 mai. On ne m'a pas laissé rentrer au siège du FFS. Ni moi, ni tous les membres fondateurs du FFS de 63, les anciens. Ni les militants du FFS, la base militante. Est-ce que vous avez vu ça depuis 1989 jusqu'à 2021, jusqu'au 3 avril? On ne m'a pas laissé rentrer au siège du... Qui? La force publique. Ce n'est pas les militants du FFS, c'est la force publique. Elle m'a laissé devant la porte et tout ce qui était avec moi ne sont pas rentrés au siège du FFS. Ça, c'est plutôt un... Non, pour vous dire comment on agit aujourd'hui, lorsque je parle justement du harcèlement, des intimidations, c'est-à-dire même les hommes politiques, les acteurs sociaux, c'est-à-dire on utilise la force publique. Le Parlement aujourd'hui est complètement contrôlé. Et toutes les institutions, jusqu'au local aujourd'hui, les candidats, ils ont été filtrés. On n'est plus, c'est-à-dire dans une situation où les Algériens, il y a un champ politique qui est ouvert, où les journalistes peuvent écrire librement, parce que la presse aussi, publique et privée, est neutralisée totalement, étouffée, pour moi. Même si aujourd'hui, je suis à Radio 1, j'arrive à parler, à passer le message, mais au sein des institutions, au sein de la presse publique, même privée, les médias lourds, aujourd'hui, sont complètement étouffés. Donc, voilà à peu près la situation. Ça ne veut pas dire que les forces
c'est-à-dire qui agissent aujourd'hui, comme le PAD, vous l'avez dit tout à l'heure, ils se réunissent souvent. Il y a aussi aujourd'hui des camarades qui se constituent dans les forces contre un front contre la répression. Oui, nous en parlerons après. Nous en parlerons. Donc, il y a des énergies saines et positives, pour moi, qui agissent encore. Et Hassan Khadi, déjà, c'est important. Je regardais hier une de mes anciennes émissions sur Choloq. C'était hier le 5e anniversaire de la censure d'une de mes émissions sur les droits de l'homme, Place au débat en 2016, avec notamment Abdelkrim Ghazali, mais aussi Maître Beni Saad et Hassina Oussadiq. Il y avait sur le plateau Saïd Ben Hbilis qui a fait censurer cette émission et qui avait dit dans cette émission, répondant au présent, tout ne va pas bien, mais tout ne va pas mal aussi. Est-ce que vous reprendriez aujourd'hui l'expression de Saïd Ben Hbilis? On a eu dans une discussion économique hier avec les experts échos sur cette question du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Il faut voir, là on est sur la séquence de l'explication de l'année politique. Si on compare par rapport au potentiel qu'a libéré le 22 février, évidemment tout va très mal. Moi, je suis, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, assez largement sceptique et pessimiste, parce que la boussole a été perdue par le système. Le système n'a plus de boussole. Et donc, si on a encore 44 milliards de réserves de change, c'est parce qu'on a étranglé l'appareil de production en Algérie. Je ne vais pas citer tout ce qui manque. Le parc roulant, bientôt le lait, enfin la poteau de lait, et j'en passe au niveau des médicaments, etc. Donc, si on rentre dans le détail, en fait, ce qui est en train de se faire maintenant est en train d'hypothéquer les prochaines années. On va peut-être parler du rapport de la Banque mondiale. Il est en train d'hypothéquer les prochaines années et il faut être assez réaliste. Nous allons très probablement vivre des années difficiles. Moi qui lutte contre le départ des élites d'Algérie, je suis obligé de le dire. Aujourd'hui, j'ai plus de mal à retenir, parce que j'aime pas que l'Algérie forme des ressources qui vont aller renforcer là où il pleut, là où c'est mouillé déjà, le Canada, l'OCDE, les pays de l'Europe, etc. Mais on peut essayer de comprendre pourquoi ça va dans la mauvaise direction. Bon, il y a eu un mauvais choix qui a été fait en décembre 2019. On n'a pas voulu écouter le peuple, on a décidé de passer en force, soi-disant dans le cadre de la Constitution. C'était le choix de Ahmed Gaïd Saleh. Est-ce que c'était irréversible? Est-ce que ce n'était pas possible? À un moment donné, je le dis souvent sur ce plateau, la case présidentielle était réglée. Est-ce que ce n'était pas possible de redistribuer du pouvoir avec législative? Moi, je dis toujours, l'ouverture démocratique en Algérie, elle s'est arrêtée sur des élections législatives. Ali Belhaj le répète dans ses interventions, il dit que c'est la colonne vertébrale de tout pouvoir et que c'est par là qu'il faut recommencer. C'est pas faux, c'est-à-dire que redonner, avec une constitution déjà, du pouvoir à l'Assemblée et admettre une Assemblée réellement plurielle et réellement représentative, ça peut être un compromis de relance d'un processus électoral. On a raté cela. Il y a une séquence, j'en dis deux mots. Le 18 février, on a eu le sentiment que le président, avec l'accord, j'imagine, de l'armée, voulait tenter une petite séquence d'ouverture, peut-être pour attirer des forces vers les élections législatives. Le 18 février, il libère des détenus, dont notre ami ici présent, Khaled Rani, qui va devoir finalement passer devant le juge demain, ce jeudi, sur l'affaire pour laquelle il a passé 11 mois en prison. Il y a eu d'autres libérations. On s'est dit, c'est une séquence d'ouverture, ils vont peut-être aller aux législatives en attirant des forces politiques. Et le FFS était entre guillemets, dragué pour qu'ils participent à ces élections. Et on s'est dit, et peut-être qu'il n'y aura plus d'arrestations et on aura peut-être un début d'ouverture, même si eh bien, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ils n'ont même pas autorisé leurs propres les gens qui les ont soutenus, comme Massar al-Jadid et le forum de Benatia, qui n'a pas été reconnu. C'est-à-dire les forces qui auraient pu donner une nouvelle carte politique ont été évincées, y compris des listes de ceux qui se sont présentés. En fait, qu'est-ce qui a provoqué cela? Je pense qu'ils se sont trompés avec la reprise du Hira, qu'ils ne s'attendaient pas à trouver autant de vitalité, autant d'énergie chez le peuple, parce que moi-même, je l'ai dit, j'ai été à Khrata le 16 février et ensuite à Alger le 22. Le Hirak était toujours là, les marches, la partie populaire, la partie marche, était toujours vigoureuse.
Et il y a eu, à mon avis, un coup de panique. On a vécu l'année 2021, c'était un grand coup de panique, parce qu'après 2020, ils pensaient avoir fini avec ce mouvement, avec la pandémie, etc. Et le coup de panique, il a donné quoi? Il a donné lieu à l'article 87, à la criminalisation, au point de les rendre comme terroristes, du MAC, qui n'est pas terroriste. Il est séparatiste, c'est vilain, mais il n'est pas terroriste. Et de Rachid, qui n'est pas terroriste, et il n'est même pas réellement islamiste de mon point de vue. Ce coup de panique, ce gros coup de panique, il a déteint sur toute l'année 2021. Arrivent sur cela les incendies en Kabylie à l'été 2021, le scénario d'un coup de folie complet était en place. Bon, les éléments ont fait que ce soit là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sorti de ce coup de panique, on est toujours dedans. Ils ont eu peur, ils ont pensé pouvoir refaire autre chose que de la répression, et ils se sont réenfoncés complètement dans la répression. Que devient le PAD aujourd'hui? Vous en faisiez partie. Est-ce qu'il est toujours actif? Que devient le PAD aujourd'hui? Écoutez, le PAD, à un moment, effectivement, il y avait beaucoup de force. Et la société civile qui était réellement présente, et des personnalités politiques, et aussi des universitaires, et surtout les syndicalistes. Effectivement, il y avait les hirakistes, il y avait les détenus aussi, qui sont sortis de prison, qui ont rejoint le PAD, et il y avait la diaspora. Il y avait la diaspora qui était réellement présente, parce que dans le temps, c'est vrai qu'on se voyait au 17, on était nombreux. Donc il y avait des représentants partout et dans tout le pays. Effectivement, avec ce qui s'est passé, avec l'harcèlement et l'étouffement, et lorsqu'ils ont neutralisé certains acteurs politiques et sociaux, et parmi eux le Front des Forces Socialistes, qui s'est complètement retiré du PAD. Et c'était un coup dur pour le PAD, parce que le PAD, il est venu avec un projet. Et le projet, c'était le projet du FFS. Donc, je dis le projet du FFS, de Hossein Ahmed et de ses compagnons de lutte. Et c'était un serment aussi pour le contrat de novembre et de la Soumam, c'est-à-dire pour qu'il y ait le primat du politique sur le militaire, et pour arriver à une véritable transition démocratique en Algérie, et pour qu'il y ait un processus de constitution souverain. Et beaucoup de partis qui étaient dans le PAD ont adhéré à un processus de constitution souverain, alors qu'ils n'étaient pas pour un processus de constitution souverain dans le temps. C'est le Front des Forces Socialistes. Donc, toutes les luttes et les sacrifices qui ont été faits depuis 1963 jusqu'à 2019, beaucoup d'acteurs politiques, dont le Khadr Bourga, l'Erhmou et aussi d'autres, sont investis totalement dans le PAD. Et c'était la conférence du 26 juin 2019 où M. Khadr Bourga a intervenu. Le lendemain, il s'est retrouvé en prison. Donc, qu'est-ce que je vais dire par rapport au PAD? Aujourd'hui, il est là. Les acteurs qui ont été présents en majorité sont encore présents. C'est vrai qu'il y a la Confédération des syndicats, on ne la retrouve pas. Un peu la société civile, on ne la retrouve pas. L'élite, les universitaires, on ne les retrouve pas. La communauté universitaire, c'est-à-dire, bien sûr, que ce soit les enseignants, que ce soit les travailleurs, que ce soit aussi tous les acteurs au sein de l'université, c'est important, c'est une élite incroyable qui doit prendre ses responsabilités aujourd'hui et revenir sur l'action justement des libertés et des droits de l'homme et de la démocratie. Et aussi par rapport aux acquis sociaux aujourd'hui qui sont complètement remis en cause, et c'est l'État social qui est en train de s'effondrer avec la misère sociale, et la loi de finances qui va venir et qui sera signée prochainement, elle sera vraiment catastrophique pour beaucoup d'Algériens. Plus de 80% d'Algériens vont souffrir encore plus que ce qu'on a vu en 2021. Donc 2022, il s'annonce encore plus dur pour les Algériens. Et ça va devenir incontrôlable même pour l'État algérien. Il y a 14 produits aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat qui seront touchés dans le cadre des subventions. Mais qu'est-ce qu'ils ont préparé pour y remédier, connaissant la gouvernance en Algérie, et s'il n'y a pas des institutions légitimes? Donc, il y a un risque des émeutes énormes, comme ça s'est passé en Uruguay, plutôt pas en Uruguay, par Venezuela. Donc, il y a un risque énorme sur l'affaiblissement d'un État qui est fort en Afrique du Nord et qui devait rayonner pour pouvoir justement être une force par rapport aux autres pays du nord de
de la Méditerranée pour Hassan, qu'on puisse pour revenir- défendre nos intérêts. Pour revenir à la Donc question. le problème se pose sérieusement. Oui. Se pose sérieusement. C'est pour ça que moi je dis qu'ils ne vont pas rester sur cette situation. Parce qu'ils n'ont pas intérêt. Il va y avoir des patriotes dans ce pays, que ce soit chez eux, que ce soit chez nous, pour pouvoir redresser la situation. Autrement, aujourd'hui, la menace, elle est là, elle est énorme. On va être entraîné, et c'est dans leur responsabilité, parce que la catastrophe sera encore plus dure. Ils n'arrivent pas, aucune prévention, aucune anticipation au sein du gouvernement, dans le cadre de la gouvernance, par rapport aux incendies. Il y a eu des incendies criminels, et aujourd'hui, on ne connaît pas la vérité. Il y a eu des inondations, il y a eu des Algériens qui sont morts, parce que par rapport au changement climatique, ils avaient tous les atouts et tous les instruments pour prévoir et aussi pour anticiper. Il y a eu aussi beaucoup d'Algériens aujourd'hui qui fuient l'Algérie, pas avec des embarcations de fortune dont vous avez parlé, et c'est mortifère. Et aujourd'hui, comme si de rien n'était. Où est l'État algérien? Où est la gouvernance? Où sont les institutions pour protéger les citoyens algériens? Il y a eu la pandémie. Il y a eu le Delta. C'est une catastrophe. Les Algériens étaient stressés, angoissés, et ils mouraient sur le lit d'hôpital, et c'était un mouroir par absence d'oxygène. Qui est responsable? Avec toute la rente qu'on avait, avec toutes les richesses qu'on a, avec le sous-sol qui est énorme. On a encore des réserves de change. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'investissement industriel, ni des services, il n'y a pas de l'emploi, il y a le chômage qui est massif. Il y a à peu près 2 millions d'Algériens qui sont au chômage. Et tout ça, ça va aller à l'explosion en 2022. Si Merci. on n'arrive pas, justement, à rectifier le Monsieur tir, Ascri. à donner de l'espoir. Merci, M. Ascri. Hassan, vous êtes d'accord avec M. Ascri sur le PAD? Est-ce que le PAD assume une part de responsabilité dans ce qui se passe en son sein aujourd'hui? déjà, je voudrais quand même corriger quelque chose. Le PAD est un des pôles qui est intéressant, qui est apparu à l'occasion du Hirak et qui a rassemblé les forces d'opposition qui étaient pour une transition. Mais il y a eu d'autres initiatives aussi qui n'étaient pas aussi politiques dans leur incarnation, mais qui étaient importantes. Il y a eu la société civile qui s'est réunie le 15 juin 2019, et puis il y a eu Nida 22, qui est apparu en octobre 2020, le 22 octobre, et qui a rassemblé une bonne partie des élites du Hirak qui n'étaient pas politiques au sens classique, au sens partisan, mais qui étaient un peu plus larges au sens idéologique. Il y avait des courants, y compris conservateurs, qui étaient présents dans Nida 22. 2021, puisqu'on est en train de faire le bilan de l'année 2021, c'est un moment où, que ce soit du côté du PAD ou que ce soit du côté de Nida 22 ou d'autres initiatives issues des flancs du Hirak, s'est posé la question de quelle feuille de route. La feuille de route, elle était claire. Quelle feuille de route politique? La feuille de route politique, elle était claire en 2019. C'était un changement, un processus constituant. À partir du moment où la Constitution a été adoptée, président élu, Constitution adoptée, etc., il s'est posé le problème au sein de l'opposition, au sein des élites du Hirak, de savoir qu'est-ce qu'on propose. Il y a plusieurs offres sur la table, plusieurs propositions. Dans le PAD aussi, ce n'est pas nécessairement homogène. L'UPC de Soubida Assoul propose des élections, l'UCP, pardon, propose des élections, donc c'est Union pour le changement et le progrès, propose des élections présidentielles anticipées en 2022, depuis 6 mois. Donc elle propose de reprendre le processus par la case des présidentielles. C'est un point de vue. Et il y en a qui continuent de soutenir une refonte de la Constitution comme porte d'entrée. Mais qui va la piloter? Si c'est le président Tebboune, on sait que lui considère qu'il a déjà fait sa Constitution. Et en fait, Nida 22, moi j'y suis, j'allais dire j'y étais, Nida 22 est un peu entre parenthèses, a confectionné une feuille de route, mais il a buté sur quel est le point d'entrée, par où on commence une fois que tout a été fait. Et en 2021, on a ajouté aussi les législatives et les locales. Par où reprendre un processus politique? Cette transition, cette fameuse transition, parce qu'on sait, on ne revient pas sur le bilan, on sait que le gouvernement n'est pas capable et que les Algériens, enfin ce gouvernement, tous, le régime que j'appelle moi Tebboune Chengreha, parce qu'ils sont tout le temps ensemble et qu'ils affichent leur solidarité, c'est un ticket
politique, il n'est pas capable. Il a évoqué toutes les... Enfin, on peut ajouter aussi la pénurie de l'eau, enfin, les coupures d'eau, etc. Enfin, oui, on a l'année 2021, de ce point de vue-là, il n'y a pas un gouvernement au monde qui peut résister dans un régime démocratique à une année avec autant de catastrophes et autant d'inconséquences dans la gestion. Il n'y en a pas un au monde qui peut résister à cela. Bon. On est en Algérie, on est dans cette phase-là, on est dans une forme d'autoritarisme aigu. Et donc, on ne sait pas par où reprendre. Peut-être que la case par laquelle tout peut redémarrer, c'était une case évoquée en 2000. Je l'évoque aujourd'hui parce qu'il faut aussi ouvrir des perspectives. J'ai dit que j'étais pessimiste, mais il faut ouvrir des perspectives. La case, on n'a pas de majorité parlementaire. Abdelmadjid Tebboune a choisi un gouvernement de majorité présidentielle. Il aurait pu choisir qui il veut, l'Assemblée ne l'aurait pas censuré. On n'a pas de majorité parlementaire, et donc il peut demain, si la crise va s'aiguiser, et la crise, malheureusement, va s'aiguiser, sur le plan social et économique, mais pas seulement, sur le plan politique, la preuve, c'est qu'on continue de réprimer, il va peut-être recommencer par la case de l'exécutif, et l'idée d'un gouvernement d'union nationale qui soit un vrai gouvernement indépendant, qui soit un gouvernement d'union nationale et de gestion de la crise, ça peut être une idée qui peut revenir sur la table et on pourrait avoir une personnalité nationale qui n'est pas liée au clan au pouvoir, qui n'est pas liée à Moualat. Il y a des noms qui ont circulé en 2019, qui peuvent être encore des noms valables aujourd'hui, qui peuvent engager cette entreprise de sauvetage pour ensuite revenir au processus institutionnel, etc. Mais continuer avec l'idée que les choses vont continuer au fil de l'eau, avec Abdelmadjid Tebboune à la présidence et tout reste comme ça pendant les 3 ans qui restent de son mandat, c'est une idée, à mon avis, qui n'est pas réaliste parce que nous sommes déjà dans la banqueroute. Et l'année 2021, la diaspora algérienne a joué un rôle très important, qu'elle soit en France, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Ils ont toujours été présents par leurs manifestations, par leur soutien, par leur appui et leur solidarité pendant la crise du Covid. Nous avons posé tout à l'heure quelques questions à Nadia Salem, qui est à Paris, qui est représentante de Free Algeria et qui organise chaque vendredi son émission Un vendredi pour l'Algérie. On l'écoute, Nadia Salem. Alors, Nadia Salem, bonjour. Vous organisez régulièrement Un vendredi pour l'Algérie. Vous êtes très active au sein de la diaspora algérienne. Comment s'est passée l'année 2021 pour la diaspora algérienne par rapport aux événements politiques qui se sont produits en Algérie? Est-ce que cet éloignement est dur ou est-ce que cet éloignement et cette crise en Algérie vous a poussé à travailler davantage? Écoutez, l'éloignement a été pénible, d'autant que les conditions de voyage, le fait que les vols aient été interrompus vers l'Algérie pendant une très longue période, ils commencent à peine à reprendre. Effectivement, la séparation en période notamment de pandémie a été difficile pour de nombreux Algériens, notamment en France et à l'étranger, toute la diaspora, au Canada, aux États-Unis, etc. Donc c'est vrai que c'est un moment pénible qu'on a vécu parce que de nombreuses familles ont été heurtées, percutées par la pandémie, avec des décès de proches, etc. Personne n'a pu faire son deuil, donc ça c'était pénible. Cela étant, je pense que on a relativisé en grande partie. On a relativisé. Évidemment, la diaspora, elle est complètement dans le combat. Elle l'a été en 2021. Elle continuera de l'être, je pense, en 2022. Mais on est vraiment effectivement dans cet état d'esprit qui est de dire la lutte va être longue, le chemin à parcourir pour l'émergence d'un état de droit est encore long, mais nous sommes déterminés. Chacun d'entre nous le prouve à son niveau individuel. Et nous, collectivement, évidemment, à Free Algeria, puisque, comme vous le précisiez, nous avons lancé cette émission tous les 15 jours diffusée sur Alterna TV, Radio M et Radio Galère à Marseille, qui est centrée sur la question des droits de l'homme, effectivement. Vous avez joué un rôle très important en 2021. Est-ce que vous avez des projets pour l'année 2022? Est-ce que vous comptez reprendre, par exemple, les manifestations? De quelle manière vous voulez contribuer dans le Hirak?
Alors, les manifestations, elles se sont jamais interrompues dans la diaspora. À Paris, tous les dimanches, sur la place de la République, il y a des rassemblements. À Lyon, sur la place Bellecour, tous les dimanches, il y a des rassemblements. Et à Marseille, du côté de la Porte d'Aix ou sur le Vieux-Port, il y a des rassemblements. Il y a des rassemblements à New York, il y a des rassemblements à Berlin, il y a des rassemblements en Norvège. La diaspora n'a pas arrêté de sortir là où elle le peut, là où il y a une communauté algérienne, soudée, militante, qui est déterminée à voir l'état de droit exister en Algérie. Donc ça n'a pas tari en 2021. Et je pense que ça continuera évidemment en 2022. Mais vous avez raison de dire que nous sommes dans comme il y a un temps pour tout, il y a eu le temps des manifestations, de la révolte dans la rue, etc. Je pense que, en tout cas pour ce qui est de Free Algeria, parce que moi je parle de Free Algeria quand je parle de la diaspora, je ne considère pas représenter l'ensemble de la diaspora, mais en tout cas le travail que nous voulons mener, nous en 2022, c'est un travail profond de réflexion, de production de contenu et d'échange avec les opinions internationales, avec toutes les opinions, les citoyens dans les pays dans lesquels nous vivons, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, nous souhaitons alerter davantage les opinions publiques internationales sur ce qui se passe aujourd'hui, dans le silence assourdissant qui est le silence d'aujourd'hui. Et donc nous voulons que ces opinions publiques nous entendent, et peut-être que des solidarités vont naître en 2022 grâce à cette action qui va avoir évidemment une forme moins multiforme. Nadia Salem qui était avec nous tout à l'heure à partir de Paris pour nous parler donc du rôle extraordinaire qui continue à être joué par la diaspora algérienne à l'étranger, et nous profitons toujours de notre émission ici pour les remercier, pour leur rendre hommage. Vous êtes une partie de la communauté nationale malgré cet éloignement, et le rôle que vous jouez et que vous continuez de jouer est aujourd'hui exceptionnel. Nous avons été rejoints par Zoher Aberkan avec nous pour parler tout à l'heure de la situation des détenus d'opinion. C'est une situation alarmante également. Un mot aussi sur l'économie. L'année 2021, ce n'est pas qu'une année politique. Il y a eu hier le rapport de la Banque mondiale sur la situation en Algérie. Alors un rapport qui a été totalement décrié par les autorités algériennes et pas de manière très orthodoxe, surtout dans cette allusion au Maroc en disant que la Banque mondiale ne voit pas ce qui se passe au Maroc. L'APS a même utilisé le terme « le Maroc, le royaume de la misère et de la pauvreté » qui serait donc ignoré par la Banque mondiale. On commence avec vous, Yassine. L'année 2021, sur le plan économique, a été mauvaise. Est-ce qu'on peut espérer, avec la remontée du prix du baril, une meilleure situation en 2022 ? Alors, ce même rapport de la Banque mondiale crédite l'Algérie d'un taux de croissance de 3,1 au global et de 3,4% en hors hydrocarbures, ce qui est une performance qu'on peut qualifier de relativement moyenne. Pourquoi ? Parce que l'année 2020 est une année basse. Parce que le taux de croissance d'un PIB se calcule d'une année à l'autre. Quand on a une mauvaise année, le rebond se fait l'année suivante plus facilement, parce qu'on part de très bas. Et donc, pour comparer, la moyenne des taux de rebond dans la zone OCDE, elle est supérieure à 5% dans des économies extrêmement matures. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne année. Et on sait pourquoi ce n'est pas une bonne année. Ce n'est pas une bonne année parce que la dépense publique n'étant plus là, il n'y a pas le relais de l'investissement privé. Et l'investissement privé, pour qu'il y ait de l'investissement privé, il faut qu'il y ait un appareil administratif, une gouvernance économique qui le permette. Et Abdelmadjid Tebboune a eu beau passer 2 ou 3 fois cette année devant les responsables du secteur économique, la dernière fois il y a encore un mois, pour crier, il faut faciliter les walis, attention, et puis ouvrir des voies de recours, etc. On sait très bien que le blocage va continuer de sévir parce que, moi j'ai parlé de coup d'État silencieux de l'administration, parce qu'il y a une parcelle du pouvoir que l'administration détient qu'elle ne veut pas lâcher, pour 2 raisons, parce que c'est du pouvoir et qu'elle a besoin de ce pouvoir-là pour continuer d'exister dans son paradigme à elle, et puis parce qu'elle a peur
de subir le sort de ceux qui ont travaillé avec l'équipe précédente. Et aujourd'hui, les garanties ne sont plus là. Signer un crédit bancaire, signer un cahier des charges, donner un agrément, etc. On sait très bien qu'on peut toujours finir en prison, même si le ministre a dit OK, même si le conseil du gouvernement a dit OK, on peut finir en prison. Et il y a beaucoup de personnes qui sont détenteurs de signatures qui ne veulent pas la donner. Et ils disent on a vu ce qui est arrivé à nos prédécesseurs. Et ils vont gagner du temps à ce poste-là jusqu'au jour où ils seront retirés. Et le successeur ne va pas signer aussi. On est dans une situation de blocage qui fait que l'économie va rester comme ça et qui fait que nous arrivons à la fin de l'année avec cette réaction surréaliste face à un rapport de la Banque mondiale qui est tout à fait ordinaire. J'en ai lu dans ma carrière de journaliste économique des rapports de la Banque mondiale. Celui-là n'est pas objectif. Il y a de la pauvreté qui est revenue. On parle de pauvreté non financière. L'Algérie est rentrée dans la phase de la pauvreté non financière. On ne peut pas le nier. Il faut marcher sur des douches morades. Il faut voir les Algériens qui partent à l'étranger. Il y a de la pauvreté partout et elle va s'accentuer, malheureusement. Alors, attaquer le rapport, parce que le rapport a évoqué l'émergence de la pauvreté non financière, c'est affreux. L'Ascri a raison de dire qu'un régime fort, c'est un régime qui peut écouter ce type de critique. Il disait tout à l'heure, un régime fort ne réprime pas comme il le fait, un régime fort ne réagit pas à un rapport de cette façon-là. Ascri, la situation sociale aussi est préoccupante en Algérie, surtout aggravée par la pandémie pour 2021. Oui, aggravée par la pandémie, d'accord, mais aussi ne pas laisser les représentants des travailleurs activer librement pour pouvoir défendre les travailleurs, c'est-à-dire par rapport à l'indice des salaires qui n'a pas été augmenté pour qu'il y ait de la consommation et qu'il y ait de la production. Et aujourd'hui, c'est effectivement, on n'investit pas ni dans l'industrie, ni dans les services. Il y a beaucoup de licenciements, il y a des dissolutions d'entreprises, et tout ça, ça a créé une situation, effectivement, où tous les signaux, tous les indicateurs sont rouges. On n'attend pas la Banque mondiale de nous le dire. Vous sortez dans la rue, la pauvreté, elle est énorme. La précarisation, la paupérisation, elle est dans la rue algérienne. Partout, dans tout, là où on va dans un commerce, dans un marché, dans n'importe quelle institution, il y a la mendicité. Partout. Donc, effectivement, il y a un recul énorme et rien ne se fait au sein de la gouvernance pour endiguer tout ça et trouver des solutions. Ils n'arrivent pas. Il n'y a pas des initiatives claires aujourd'hui au niveau du gouvernement pour pouvoir apporter des solutions. La rareté de l'eau, c'est attention. La rareté de l'eau en Algérie a été énorme pendant cet été et jusqu'au mois d'octobre, jusqu'aux dernières pluies. Nos barrages étaient envasés totalement. Il n'y a aucune prévention, il n'y a aucune anticipation par rapport au changement climatique, par rapport à la gestion intégrée durable de l'eau. Tout le monde le fait. Même dans la région de l'Afrique du Nord, aujourd'hui, ils ont avancé, mais pas en Algérie. Qu'est-ce qui se passe avec toute la rente qu'on a? Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On va rester sur un tableau totalement noir. Ce n'est pas l'objet d'un dernier CPP de l'année. Bon, en principe, même si Zohair Abdelkane est arrivé, qui va nous annoncer de réjouissantes nouvelles, il y a eu deux événements qui auraient dû se dérouler il y a très très longtemps. Il y a eu enfin l'accord dans l'économie digitale de l'interopérabilité entre la Dahabia et la CIB, qui va permettre un peu au e-commerce de décoller. Avant, on ne pouvait pas, les 8 millions de détenteurs de la carte Dahabia, on ne pouvait pas les utiliser de l'Internet qui utilise CIB et inversement. Et ça a bloqué tous les web marchands en Algérie. Il y a tout un pan d'économie moderne qui n'a pas pu se mettre en place, entre autres à cause de cette disposition-là. Il y a eu finalement un accord qui a été signé il y a 15 jours. C'est une bonne nouvelle. Mais ça a mis très 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 longtemps. Et aussi le fameux appel d'offres pour lancer enfin la transition énergétique avec la production de l'énergie solaire, reporté avec les 4 gigawatts du temps de Nordin Boutelfa, qui avait un projet qui était défendable, reporté. On a annoncé plusieurs fois qu'on a lancé le cahier des charges, l'appel d'offres avec son cahier des charges, et ça a été reporté pendant 2 ans. Le gouvernement, déjà, est parti sans l'avoir sorti. M. Chemseddine Chitour est parti sans pouvoir le faire. Et puis, ça a fini par se faire sur des injonctions ultimes. Cette semaine-là, c'est juste 1000 mégawatts, mais c'est quand même un point de départ. C'est juste pour dire que quand il y a de bonnes nouvelles, on ne peut même pas s'en réjouir parce qu'elles auraient dû arriver il y a 2, 3, 4, et dans le cadre du solaire, il y a 10 ans. Concernant... Il y a les infrastructures aujourd'hui
lourde, on n'avance pas du tout. Tous les projets qui ont été lancés pendant les années 2000, plutôt depuis 2013, C'est les pénétrantes. Les pénétrantes. Les pénétrantes. Toutes les pénétrantes sont à l'arrêt. On a Toutes, fait toutes à l'arrêt, soit celle de la Magigel, Tizi Ouzou, il y a Bédjaïa un peu qui se termine, Pour des raisons Tizi financières. Ouzou qui est complètement abandonnée, et celle de Tnes Chlef, alors que celle-là, en 2013, il s'est engagé à réaliser dans une période qui ne dépasse pas 2017 pour pouvoir avoir les pénétrantes. C'est des projets structurants importants pour désenclaver les régions et pour qu'il y ait des moyens de communication. Et rien ne se fait aujourd'hui. C'est à l'arrêt totalement. Les stades, tous les stades qui devaient être réalisés aussi en 2017 pour la Coupe d'Afrique, et ils n'ont pas été relancés. Tous, ils sont à l'arrêt, sauf à Oran. Tous, que ce soit Douéra, que ce soit Barraqi, que ce soit Tizi Ouzou, que ce soit... Il y a beaucoup de projets structurants, importants en Algérie qui sont en train de dormir. Et il faut voir les chemins de Wilaya, comme ils sont aujourd'hui, catastrophiques. On ne peut plus circuler. Oui. Tout ça, c'est des indicateurs. Lorsqu'on dit que les indicateurs sont rouges, tout le gouvernement, aujourd'hui, est en train de dormir. Attention, c'est pour ça que je dis, l'avenir sera comment demain? C'est vrai, on touche à l'état social, on crée la misère sociale, on réprime, on finance beaucoup l'état policier, mais est-ce que ça y aurait des résultats? Et nous parlons d'un tableau qui n'est pas tout à fait noir ni tout à fait blanc, mais concernant les détenus d'opinion, il n'est pas tout à fait blanc. Plus de 300 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie, parmi eux 2 journalistes, un chef de parti politique, Fathi Ras, dont le verdict sera prononcé le 9 janvier, un président d'association, des étudiants, des professeurs d'université aujourd'hui. Des femmes. Des femmes, beaucoup. Quel bilan 2021 en sachant, Zohir Aberkan, qu'il n'y a eu aucune grâce ni aucune libération dans le cadre des fêtes nationales durant cette année, mis à part les libérations du 19 février 2021. Qui n'étaient pas des grâces, pratiquement. C'était des... La preuve, c'est qu'il passe demain Voilà. devant le juge. Alors, pour reprendre un peu 2021, année sombre en matière des droits de l'homme, et on a vu, pour moi, c'est la pire année en matière des droits de l'homme et notamment des arrestations. Alors ça avait commencé donc en janvier et février, c'était un peu le calme plat. C'est simple, en janvier on avait eu une seule arrestation, mandat de dépôt, Mohamed Touahria, Bourj Bouariric. Et en février, le 28-2, à Betna, 2 autres mandats de dépôt, Faisal Drid, Abdelaziz, Boukhennoufa. Bon, 28 février, donc c'était après les libérations du 19, où on avait pensé un moment qu'effectivement il y avait une réelle volonté de régler cette histoire-là de détention. Mais en fait, bon, on a compris juste que c'était pour un peu éviter, parce qu'il y avait la peur du Hirak, puisque le 19, les libérations du 19 avaient été annoncées le 18, donc au lendemain de la marche de Kharrata du 16, et où on sentait que la reprise du Hirak allait être plus forte, encore plus vigoureuse. Donc il fallait lâcher du lest. C'était dans cet esprit-là. On a eu un deuxième lâcher de l'est le 4 juillet et le 14 ou 15 juillet. Mais c'était insignifiant par rapport au mandat de dépôt qu'on a vu. Alors, à titre d'exemple, en avril, 43 mandats de dépôt. En mai, 93 mandats de dépôt. En juin, 96 mandats de dépôt. Juillet, 22. Août, 7. Septembre, 63. Octobre, 44. Novembre, 24. Et aujourd'hui, décembre, on est à 10. Donc aujourd'hui, il y a eu 4 arrestations. Avec Merzouk Touati qui a été placé sur mandat de dépôt 4 arrestations aujourd'hui. Et 2 mandats de dépôt. 2 mandats de dépôt. Donc Merzouk Touati et Malla Jugurta, donc qui est à Koléa. Voilà un peu pour en chiffres. Maintenant, si on fait un peu, ces arrestations, ces mandats de dépôt, etc., ont touché pratiquement toutes les
catégories sociales. On a eu donc droit, ça a touché notamment des enseignants, ça a touché des étudiants. Et jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants encore, quelques étudiants plutôt, qui sont en prison, dont un vient de bénéficier d'une remise en liberté, mais sous contrôle judiciaire, dans le cadre de l'affaire de Abdel Jabbar Ben Nouna, criminel, bien sûr, bien entendu. Mais il y a aussi donc, ce que je qualifierais de cabale contre les réseaux de solidarité, notamment l'affaire dans laquelle sont impliqués Hadi Lassouli, Fatih Abriki, Sarah Ladoul, donc des enseignants, des universitaires, des gens qui ont, pendant les moments les plus durs de la pandémie, donc ils se sont dépensés corps et âme pour apporter de l'aide, le couffin notamment, et puis là on leur fait un procès. Et je voudrais juste attirer l'attention sur une chose, c'est que en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans ce fameux procès, notamment qui implique Fatih Abriki, Sarah, le professeur Mahanna, etc. Je pense que le pouvoir s'est retrouvé avec un véritable boulet, parce qu'en fait, ces gens-là, quand demain ils vont arriver devant le procès en criminel, leurs dossiers sont vides. Donc il n'y a absolument rien dans ces dossiers. Donc ça va être vraiment c'est un peu, on assistera à pire à ce qu'on a. Les avocats qui pensent qu'il n'y aura pas de procès, parce que justement, c'est. Justement, on pense plutôt qu'il va, enfin surtout pour les gens qui sont à l'extérieur, qui sont sous contrôle judiciaire, il risque d'y avoir donc une requalification pour les passer en correctionnel et bon, puis. Mais là, c'est vraiment, ils sont dans l'impasse avec ce dossier-là de gens. D'ailleurs, il y a des instructions dans le fond qui ont lieu en ce moment. Et il n'y a rien, vraiment il n'y a rien du tout. Alors pour rappeler aussi, donc, dans cette histoire, donc, on a eu un chef de parti qui n'a pas échappé donc, à ça, Fethi Garres, arrêté en début juillet et sous mandat de dépôt, et qui a récemment, donc, dans le procès s'est déroulé récemment après 2 reports successifs. Et je pense que Fethi Garres, dans ce procès, a fait, en fait ce n'était pas le procès de Fethi Garres, c'était le procès du système, du régime. Magistral, comme il l'a toujours été dans ses interventions. Et moi, mon avis, c'est que je pense que le pouvoir, par rapport à ça, il ne lui pardonnera pas cet écart, au moins en première instance. Bon, maintenant, on verra par la suite parce que là, on parle d'amnistie, on parle de mesures à prendre, etc. Mais apparemment, rien ne transparaît, d'autant plus. Surtout la journée d'aujourd'hui. Voilà, quand on voit avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec Merzouk Touati, donc on se retrouve déjà avec 3 journalistes en prison, si on compte Mouloudj et Hassan Bourras. Alors la presse donc, a payé aussi alors Karesh, on a eu Karesh, on a eu avant Karesh, plutôt après Karesh, donc. L'affaire Kenza Khatpo, Ihsan El-Qadi. 3 mois avec sursis, voilà, et son verdict, c'est demain. Contrôle judiciaire, etc. Et là, le fait, enfin, ce qui est étonnant avec les 2 histoires, donc de Touati et de Nsrouch, c'est que dans Karesh, on a vu par exemple que, bon, on comprenait plus ou moins que dans une wilaya comme Taman Rasset, une sorte de principauté à part, donc un petit royaume à part, où le wali et les autorités locales. Donc comme Constantine et Annaba aujourd'hui, voilà, pour les journalistes. Mustafa Benjama, qui vient d'écoper d'une année ferme, aussi, pour un article de presse. Donc, il faut le rappeler. Pour avoir dénoncé le viol des règles sanitaires pendant la crise du Covid. Voilà. Donc, et là, ce qui est inquiétant aujourd'hui, le plus inquiétant, c'est qu'à un moment, on se disait, bon, pour Mustafa Benjama, il est à Annaba, donc, il y a cette emprise de l'autorité locale, le wali qui se... Mais là, ce qui est plus grave, à mon avis, c'est qu'avec Nsrouch, donc un article paru dans le Watan, qui en principe devrait, s'il y a matière à poursuite, c'est le tribunal territorialement compétent à Alger, qui doit donc s'en prendre non pas à l'auteur de l'article, mais au journal qui a... L'auteur peut être convoqué ultérieurement. Il y a un directeur de publication qui est premier responsable. Et là, je crois qu'il y a une dérive. Donc, la même chose avec Touati, qui est convoqué de Bjaya vers Ghardaya.
Et là, on a l'impression que demain, si l'un de nous va s'amuser à écrire sur Taberdga, par exemple, ben, il risque d'être convoqué par la wilaya de Betna, alors que c'est un journaliste qui est à Alger. Donc c'est un peu à mon avis, il y a quand même ce danger qui se profile, c'est que demain, tout wali peut se saisir, alors qu'en fait, bon, si c'est un article, bon, il y a le tribunal territorialement compétent qui doit s'en saisir. Donc là, la presse est en train encore de payer donc, un tribut. Je ne terminerai pas sans citer que quand même dans le milieu entrepreneurial, il y a quand même Nabil Mellah qui est donc incarcéré. Là, je crois qu'il fait plus de 6 mois. Plus de 230 jours. Ouais. Voilà. Pour un dossier tout aussi vide également. Et dans la qualité, surtout d'être actionnaire de l'éditeur de Radio M, entre autres. Un mot sur les détenus d'opinion. Est-ce que vous considérez que les partis politiques agissent assez pour dénoncer la situation des détenus d'opinion aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, soit les acteurs politiques qui sont aussi réprimés, ceux qui sont autonomes, la société civile en général, ou les universitaires, parce que lorsqu'on parle comme Mme Triki, qui est quand même universitaire, normalement toute la communauté universitaire doit se solidariser avec elle. Comme ça, à part Béjaïa, peut-être pour Mokhnesh Mira, qui a bougé un petit peu, je n'ai pas vu une communauté universitaire bouger en Algérie, alors qu'elle fait partie de la communauté universitaire. C'est le cas pour les hommes politiques, c'est le cas pour les syndicalistes, c'est le cas pour les journalistes. On doit se solidariser totalement avec, bien sûr, tous les acteurs aujourd'hui qui sont harcelés par rapport à judiciairement, ou là, à qui on veut étouffer les voix. Si on ne le fait pas à l'avenir, parce qu'il n'y a pas des énergies saines qui se constituent dans toutes ces corporations, bien sûr, ça pose problème, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs sociaux. On doit être présent, on doit être solidaire. Et ce front qui se constitue aujourd'hui, c'est vrai encore c'est timide, il doit s'organiser contre la répression, il doit être présent. Mais il doit y avoir aussi toutes ces énergies saines qui doivent se constituer pour pouvoir justement solidariser avec nos amis qui étaient dans la révolution du 22 février, parce qu'on ne doit pas les oublier, parce qu'ils sont en prison, ils ont des familles. Si on les oublie, effectivement, ils vont désespérer. Mais s'ils sentent qu'il y a des actions, qu'il y a de la solidarité, eux-mêmes, ils seront forts. Même s'ils sont en prison, ils vont accepter leur sort. Donc là, on doit effectivement s'organiser, on doit converger, trouver des solutions, tous ensemble, pas les acteurs politiques. Les partis ont un rôle énorme à jouer. Moi, j'étais responsable du Front des Forces Socialistes. C'est vrai que j'ai dit le 29 septembre 2018 qu'il faut un source d'unité dans ce pays, parce que le peuple, c'est comme un volcan, il va se réveiller pour faire partir Bouteflika, c'est un mandat à vie. Avant qu'il soit candidat, déjà en 2019. Je l'ai dit en 2018 à Tizi Ouzou, il y a la vidéo, le peuple a répondu. Et j'ai dit, les marches, ce n'est pas à Tizi Ouzou, c'est dans tout le pays. La Kabylie ne doit pas seule porter le fardeau. Moi, je le dis, et je n'ai pas peur des mots, elle ne doit pas seule porter le fardeau. Tout le pays, comme ils l'ont fait le 22 février, doivent se constituer pour faire reculer la répression en Algérie, pour faire reculer ce régime dictatorial, autoritaire, totalitaire. Il faut peut-être noter quand même que cet engrenage de la répression, c'est vrai que c'est lourd à porter pour les militants du Hirak, pour les partis de l'opposition, parce qu'au lieu de se concentrer sur les solutions, sur les propositions politiques, ils sont obligés, c'était un débat dans le Hirak, est-ce qu'il faut consacrer une partie aussi importante à la défense des détenus? C'est apparu dès la fin 2019, quand les prisonniers sont devenus nombreux. Mais c'est aussi un engrenage, un très mauvais engrenage pour le régime. Le régime est obligé de tenir compte du front intérieur de lutte contre la répression. Il est en train de s'organiser, il existe, il est là, il va se renforcer. Mais il est obligé aussi de tenir compte de cela dans ses relations avec l'international. Et 2022, c'est une année où il sera de plus en plus question de ces questions des atteintes des droits de l'homme en Algérie. Quand un partenaire étranger, l'Algérie veut renégocier ses clauses commerciales avec l'Union européenne, article par article, dit-on. Il y a aussi des articles sur les droits de l'homme et ils vont aussi devoir en parler.
2022, c'est la première fois qui sont prévus. Cette semaine, il y a le CICR qui envoie une délégation pour visiter les prisons en Algérie. Il n'y aura pas de rapport, ce n'est pas dans le procédé du CICR. Mais en septembre, pour la première fois, il y aura un commissaire spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui va visiter l'Algérie. Et donc l'Algérie, aujourd'hui, est sous le radar des pays qui portent atteinte aux droits de l'homme. Et ça aussi, ça gêne un redressement économique, un développement et une bonne gouvernance. Ça fait plus que gêner, ça peut tout geler. Et pour compléter ce que vous avez dit, Zohair Aberkan, il y a aussi une minute, il y a notre consoeur Khawla Medjani du quotidien local de Annaba, Khabar Sharq, qui a été entendu par la police suite à une plainte du Wali de Annaba pour avoir écrit un article dans son journal. Et pour Kenza Khato, c'est demain son verdict. Justement, on a parlé de la diaspora tout à l'heure. Effectivement, elle a joué un grand rôle sur cette question des droits de l'homme. À un certain moment, elle a beaucoup bougé. Elle doit continuer dans ce sens parce qu'il y a des forums, il y a beaucoup de... là où ils peuvent vraiment faire avancer la question des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la conjoncture internationale a fait en sorte que les libertés sont remises en cause. Mais aussi au niveau international, rien ne se fait pour protéger le droit humain. Et là, ça, effectivement, c'est un problème très sérieux. Et je pense, parce que lorsqu'on défend les droits de l'homme, il faut les défendre partout. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. On va se dire, tiens, la main étrangère, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent avancer encore, alors que les droits de l'homme, ils sont universels. Il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Donc, dans tous les forums, là, on peut le faire. Il faut être présent. Il faut le dire haut et fort pour pouvoir faire reculer un régime de répression. Merci Aïla Sri d'être venu à ce Café Presse Politique. Je rappelle que vous êtes l'ancien premier secrétaire du FFS, militant politique. Merci Zohair Aberkan, merci Hassan Qadi, merci à Nadia Salem qui était avec nous de Paris. Merci à vous de votre fidélité. Bonne année et on se retrouve en 2022. Merci. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudou Kha, nous avons besoin de votre soutien.